comme enfant, j'adorais le son du violon. Et je crois que c'est un instinct humain. Le violon représente donc l'âme humaine, mais aussi l'âme du violon même, du corps du violon. J'avais comme enfant le désir de tenir, d'écouter, de sentir vibrer un corps que je possédais et qui est devenu un corps qui me possédait. Questi strumenti vengono suonati da me per una decina di minuti ogni giorno e devo dire che le emozioni sono moltissime quelle che io provo facendo questo lavoro, emozioni che si rinnovano quotidianamente e tutti i giorni io sono qui accanto a questi strumenti per farli rivivere, al punto che quando capita qualche concertista nella nostra città ed esprime il desiderio di poter suonare uno di questi gioielli, la comunità cremonese glielo offre. Une merveille. Ah là là. C'est une voix qui vient de loin, ça. Et comme tout ce qui vient de loin dans le passé, c'est chargé de choses extraordinaires. C'est le chef-d'œuvre absolu, ça, je crois. Ah, quand on regarde ça, c'est beau et c'est bon. Et faire sonner ça, on entre dans un monde incroyable. Et c'est vrai qu'on peut pas en 2 minutes, même pas 1 minute. On pressent tout ce qu'il y a derrière, mais ce sont des instruments qu'il faut fouiller. Enfin, c'est comme une immense intelligence et une grande sensibilité avec qui on va parler. Il faut le temps d'amener toutes les choses riches qui sont là. Et ça, c'est superbe. C'est vraiment là. Quand on dit que le violon est peut-être la seule chose parfaite que l'homme ait faite de ses mains, et qu'on regarde cet instrument, on se dit que probablement, c'est vrai que c'est même si, quand bien même il n'aurait fait que ça, que c'est extraordinaire la forme de ça. Et puis surtout ce qui permet de faire. Il
il porte une émotion. Le violon, c'est une voix. Et il y a des voix comme ça dont le timbre donne c'est une sorte de fascination. Et alors faire sonner un instrument avec une voix comme ça, on en a les jambes qui tremblent. Hein. Et le cœur aussi, parce que ça s'adresse au cœur, ça. Hein. C'est Mozart. La voix est ce qui révèle ce qu'il y a de plus intime, plus profond, plus vrai. On peut falsifier des messages, mais on ne peut pas falsifier la voix. La voix révèle tout ce qu'est l'être qui prononce ou qui chante. Le violon est un instrument qui a un parallèle dans chaque culture. Il n'y a presque pas de culture, tant que je connaisse, qui n'a pas un instrument à cordes qui n'est non seulement pas pizzicato, mais qui a un archet, n'est-ce pas, pour tirer. L'archet est comme le souffle. L'apogée du violon, des luthiers du violon, c'était sans doute en Italie au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Non pas qu'il y eut de merveilleux instruments, partout où le violon appartenait comme instrument du peuple et instrument cultivé. Mais c'est en Italie où ils adorent la voix, où cette langue tellement musicale inspire la mélodie. Et qu'ils ont réussi non seulement à produire des violons extraordinaires, une œuvre d'art et chaque violon. Ce violon est probablement le violon le plus extraordinaire du monde. Et la façon dont il est venu ici est peut-être aussi extraordinaire. Il a été conçu en 1716 par Antonio Stradivari. Et même pendant sa vie, Stradivari n'a pas voulu s'en séparer. Il a donc gardé jusqu'à sa mort. Son petit-fils Paolo l'a pris enfin. Et c'est passé ensuite dans les mains du comte Cozio di Salabue. Après Salabue, c'est passé dans les mains d'un type qui s'appelait Tarisio. Il a fait la connaissance de tous les luthiers parisiens et en particulier la connaissance de Jean-Baptiste Vuillaume, qui est certainement le plus célèbre luthier français qu'on connaît. Et toujours quand il arrivait à Paris et il était chez Vuillaume, il disait qu'il avait un violon qui était un splendeur, qui était toujours comme tout neuf, et que c'était un violon dont le pareil n'existait pas. Un jour, le beau-fils de Vuillaume, Delphin Allard, le violoniste, avait dit à Tarisio
« Ah, votre violon, c'est comme le Messie, n'arrive jamais. » Et c'est comme ça que le violon a reçu son nom maintenant. On le connaît sous le nom de le Messie. Finalement, je crois que c'est 1855, Tarisio est mort. Viome avait pris tout l'argent qu'il avait à la maison. Il est parti tout de suite pour l'Italie et il a acheté une forte belle collection d'instruments, y inclut le Messie. C'était un violon qu'il avait apprécié tout de suite pour sa fraîcheur. Il a fait plusieurs copies et vers la fin de sa vie, chez lui, il avait une vitrine un peu comme celle-ci ici, où il avait fait une exposition de 2 copies et puis le Messie. Et il changeait l'ordre où les instruments étaient installés dans cette vitrine et il demandait aux invités, alors, lequel c'est le Strad, lesquels sont de ma fabrication. Viome avait gardé le violon jusqu'à sa mort, c'est passé ensuite à Allard, c'est passé ensuite à M. Crawford. Après, on l'a racheté en 1904 de M. Crawford et on l'a gardé un certain temps, puis on l'a vendu à M. Bennett. Après, à peu près 1930, M. Bennett s'inquiétait pour sa santé et il avait demandé à mon grand-oncle Alfred et mon grand-oncle Arthur si on ne pouvait pas faire quelque chose avec sa collection, et on s'est décidé, à Maison Hill, de racheter tout ce qu'il avait. Et on s'est décidé à mettre ça dans un musée. Ce violon est unique, c'est le seul Strad où les bords et les coins, c'est tout intact et tout couvert de son vernis original. Jusqu'à ce point qu'on peut presque voir les coups de pinceau de Strad. Il reste presque exactement comme il est sorti des mains de Stradivari. Il y a une conception qui est magnifique. On est dans la présence d'un Dieu presque. Alors, le Messie était arrivé à Londres après son voyage, qui n'était pas sans incident, et c'était dans les mains de M. Crawford quand Joachim a écrit en 1891 qu'il avait joué là-dessus et que sa mémoire ne pouvait pas oublier la sonorité du Messie, qu'il a trouvé exceptionnelle. Il avait 3 Strad vers la fin de sa vie et il y a un qui nous intéresse, qui n'a pas eu le temps d'abîmer, qui est parti maintenant à Crémone grâce à notre maison et on l'a choisi comme violon très représentatif de la période 1710-1720 de Strad. Ce qui est merveilleux, c'est que pour un violon de musée, il est comme un violon vivant, un violon qui voyage, qui joue, qui vit avec un violoniste. Et ça, c'est grâce au professeur Mosconi qui passe ses heureuses journées à jouer ses violons. C'est fantastique parce que beaucoup de ces violons, quand on les sort d'une cage de verre, ils sont un peu morts, ils dorment. Lui ne dort pas du tout, il est très vivant, il est plein de cette lumière de Crémone. C'est formidable. Il me touche beaucoup, ce violon, personnellement, parce que je le considère un peu comme le grand frère du mien, de ce fameux Kochansky de 1717, celui-ci est de 1715. Et quand je suis venu ici il y a quelques années pour l'exposition
qui était une merveille. J'ai sorti ce violon, je l'ai joué et j'ai retrouvé les mêmes émotions qu'avec le mien qui était toujours en suspension. Et voilà, c'était un grand moment. J'avais rencontré Salvatore Accardo qui m'avait prêté le Saint-Exupéry. Et puis j'avais rencontré ici mon luthier et ami Bernard Milan qui m'avait assuré que je pourrais jouer aussi longtemps que nécessaire le Faisan doré, ce fameux violon de Villaume. Villaume qui a tellement fait pour Strad. Et alors c'était une très grande journée de venir ici. Et voilà, maintenant le Koranski est là et son grand frère, ils se retrouvent tous les deux. La différence entre ces deux violons, je pense, c'est que le Koranski a une luminosité qui se rapproche plus de la lumière de la lune. Ça, c'est une lumière méridionale très, très ensoleillée. Et le Koranski, il a une lumière plus slave, un peu plus intérieure, qui me convient parfaitement. Mais entre les deux, bien sûr, c'est un monde magique qui se développe. L'histoire de Crémone ne consiste pas uniquement de Stradivari et ses violons. C'est la famille Amati qui nous intéresse. Et dans cette vitrine, il y a plusieurs exemples de la famille Amati. Et Stradivari avait commencé son travail comme sculpteur en bois et on a trouvé assez récemment, dans les années 50, que le voisin de Stradivari à cette époque-là, c'était Niccolò Amati. Donc, vous avez là Stradivari qui commence à sculpter en bois, et puis il y a un luthier à côté. Heureusement pour nous, parce que Strad avait un œil qui était précoce pour son âge. Il avait tout de suite reconnu le travail d'Amati, et à 16 ans, on a les premières épreuves de son aptitude, de son excellence. Je crois que Stradivari menait une vie qui était vraiment assez raisonnable. Après tout, sa réputation était telle qu'il était connu partout en Europe. Il faisait des commissions pour la cour royale de l'Espagne, pour la Pologne. La réputation qu'il a eue et les commandes qu'il a reçues voudraient dire qu'il ne cherchait vraiment pas du travail. Et il avait ses deux fils, Omobono et Francesco, qui étaient là pour rendre assistance. C'était un atelier où il y avait certainement une division de travail parce qu'il y avait tant de commissions, tant d'instruments à faire. C'était un partnership entre le père et ses deux fils. Et ces instruments sont venus même en Angleterre parce qu'il y avait un Anglais, Daniel Parker, qui était le premier à faire des copies de Strad dans les premières années du XVIIIe siècle, même pendant la vie de Strad. Le vernis de Strad a été le sujet de beaucoup de recherches. Jean-Baptiste Vuillaume était un des seuls qui avait vraiment presque trouvé le vernis de Crémone. Ce ne sont pas des couches de vernis faites pendant plusieurs mois avec des préparations chaque fois, on frotte ça avec des papiers de verre. Ah non, pas du tout. Un musicien ne pouvait pas avoir un violon qui était couvert d'une couche de vernis très épaisse et qui était peut-être un peu molle. Donc, ils étaient obligés de faire le travail, mettre leur vernis, et le violon devait être presque préparé pour être joué tout de suite. Et chaque fois qu'on regarde un violon classique, que ce soit un Amati ou un Strad, on se rend compte du fait tout de suite que les couches de vernis sont très, très fines, très fines. Nous sommes ici dans une reconstitution d'un atelier du XVIIIe siècle où on peut respirer l'atmosphère créative qui caractérise un petit peu le période classique de la lutherie italienne. Il y a le bois,
Il y a les bois qu'on utilise justement pour faire les instruments. On a les moules. La moule, vous pouvez voir ici. Chaque luthier utilise ses résines pour faire la vernis, qui est une chose très importante pour la construction d'un violon. Vous pouvez voir aussi le bois. Ça c'est du sapin. C'est pour faire un violoncelle. Et vous pouvez voir les outils que le luthier il a fait soi-même pour travailler. Ça c'est un morceau de rable, un bois très dur qui s'utilise pour faire le fond. C'est la part arrière du violon. C'est un bois très dur qui vient de la Yougoslavie, il vient utiliser pour faire le fond, pour faire les éclisses et pour faire la tête du violon. Celui-là, c'est du ébène, c'est des bois plus durs, c'est pour la touche. Les moules, les vieux moules. Il y a vraiment tout ce qui vient utiliser dans un atelier. Hop là. Chevalet. Cremona, c'est une ville où il y a beaucoup de luthiers et il y a une tradition très forte. On a vu que la lutherie de l'ancienne, du 18e, il est arrivé à un certain niveau de qualité. Aussi pourquoi il y avait beaucoup de luthiers qui travaillaient aussi dans la même rue, une à côté de l'autre. Et alors ça va être très important pour se confronter, pour regarder le travail de l'autre et parler beaucoup d'expériences, de communiquer des expériences. On regarde les violons anciens, on regarde qu'il y a une évolution, que c'est exactement parallèle entre la musique et la lutherie. Ils ne sont pas deux mondes différents, ce sont deux mondes qui sont très uniques, ils doivent marcher ensemble. L'intérêt des musiciens, c'est d'avoir un instrument qui fait un certain type de sonorité, et ça, c'est très important pour parler avec les luthiers, se confronter, dire ouais, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Alors, le luthier a la possibilité d'étudier dans la nuit, désigner, faire des essais et arriver à obtenir quel que le musicien il a nécessite. Le violoniste a ce contact avec l'âme, avec ce qui vibre, et mesure ces vibrations avec une précision, une perfection, une sensibilité qui est bien supérieure à la sensibilité de celui qui joue le clavier. Эту скрипку я получил от моего отца.
когда мне было 7 лет. Я еще на ней не играл, я еще был маленький. Этот инструмент из класса Леопольда Ауэра из Санкт-Петербурга. Леопольд Ауэр – это педагог Яши Хейфица, как мы все знаем. Очень известная личность у нас, и, я думаю, и за рубежом тоже. Очень известный музыкальный персонаж. Эта скрипка для меня представляет большую ценность не только как инструмент Страдивари, но и как музыкальный инструмент. Поскольку каждый день 4-5 часов я с ним провожу вместе, мы все время работаем вместе. И я думаю, что любой инструмент, вне зависимости от того, Страдивари это или нет, для музыканта представляет большую ценность. Le violon, c'est surtout l'âme. Je pense qu'un violoniste met dans son violon ce qu'il a de plus profond en lui. Et si le violon est grand et bon, il le restitue en sonorité et le public en profite. C'est formidable d'entendre les deux. C'est vrai que cette petite âme, si elle est déplacée d'un dixième de millimètre, le violon sonne différemment. Mais je pense qu'elle doit être aussi en accord avec l'âme de l'homme qui le joue. Et nous allons voir certains grands luthiers qui connaissent parfaitement la nôtre pour régler celle-là. Et ça, c'est la complicité qui existe entre le luthier et le violoniste. On va avoir un autre petit pinceau, s'il vous plaît, Nicolas, parce que ça, c'est juste pour l'eau chaude. Ça, c'est Stradivarius 1710 qui appartient à Anne-Sophie Mutter et qu'il a apporté ce matin et qui joue ce soir. Alors c'est il faut faire assez vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps entre deux concerts et là il fallait véritablement faire une petite révision parce qu'il y avait des décollages, il y avait une altération du vernis parce qu'elle joue souvent avec aussi son épaule nue sur le violon et très jolie esthétiquement, mais il faut pallier à ce genre de choses. Alors on a mis à l'endroit de l'épaule un petit tamponnage transparent pour protéger le bois de l'instrument, qui est un instrument Stradivarius magnifique. Je pense qu'il faut surtout, c'est bien connaître l'instrument. Par exemple, cet instrument-là, je sais comment elle le joue, ce qu'est cet instrument, quelles sont ses possibilités. Alors là, il faut faire très attention quand même, parce qu'elle a l'habitude d'une certaine sonorité, et il ne faut pas qu'au moment du concert, elle se trouve en difficulté en disant, tiens, le son est plus clair, ou plus foncé, ou plus acide. Faire très attention au respect du musicien et de son jeu. One day Maestro von Karajan came and said, you just need a Strat. And of course you do what Karajan says. And I spoke with several dealers and we met in Berlin. And Karajan was present, also some members of the Berlin Philharmonic Orchestra. And we auditioned the violins. I played several different Strats, and Karajan then, together with myself, of course, decided that the 1703, the so-called Emiliani, would be the right violin. Over the years, over a period of 3 or 4 years, I developed sound ideas in my inner ear, which I just couldn't realize on the Emiliani.
from 1703. And it somewhat also limited my dynamical range, and therefore I was looking for the violin with a larger sound, basically larger sound. And this one I got from Chicago, from Bynett Fushi. It's the Strat from 1710 called Lord and Raven, and it enables me actually to have quite a large color range, and that's what I really look most for in a violin. And Strat has this wonderful projection, meaning that even in a pianissimo you are heard till the last row, and that is really a miracle. Usually what you look for in a violin is also the équilibrité, so that no string really is unequally loud or unequally in character or in color. And this one is very, very well rounded. And of course you check things like G string, for example, you know. For high notes, whatever. Yeah, you just go up here. You will notice even in the thinnest pianissimo, there still is a substance to the violin. And actually, I think the miracle of Stradivarius evolves only through distance. There are other violins who in close distance have even larger sound. But this one just gets through even a large hall of 5,000 or 7,000 listeners. I think it's the best part of a violinist's body is the violin. It is a miracle, the relationship between a string player and an instrument, because you grow very close and you put so much emotion in every single concert. Emotion which also changes the violin, which enriches the violin by itself. And therefore I think that if you play many, many concerts on a single instrument, that part of your soul will stay in that instrument, because if it has lived through 200 and more years with people, it certainly also has changed and has been somewhat formed by the players. The Strat comes the closest to also to a woman's voice, and somewhat it looks awkward. It feels awkward to play Del Gesù, which has a much, much darker voice, a man's voice. And of course you look for something which also suits your own personality. Celui-là, on n'est que vraiment passager dans leur vie. Et c'est aussi bien que ce soit comme ça. Parce qu'ils appartiennent dans un sens à l'humanité. Je peux rien dire d'autre. Parce que il y a des choses qui sont inexprimables. Alors, il y a une chose très particulière sur ce violon-là, c'est que quand on fait un réglage de sonorité, on s'occupe de l'âme et du chevalet. Ce chevalet-là, il est là depuis des années. Je t'ai fait plusieurs chevalets. Oui, on a essayé toutes sortes. Toutes sortes de chevalets, toutes sortes de bois. Et ce chevalet-là, c'est le chevalet qui brille
veut toujours jouer. Parce qu'il correspond exactement à sa sonorité et à celle du violon. Le jeu d'Ivry est un jeu qui est très particulier à sa personnalité. Il faut donc qu'il ait un brillant sur le mi et à côté de ça, une espèce de patte sonore très douce, très chaleureuse sur le grave. Si on lui monte un chevalet ou une âme très tendue, qui va donner une espèce de sonorité un peu plus stridente, eh bien, ça ne conviendra absolument pas à son jeu. Un homme comme Stradivarius a changé pratiquement son modèle tous les 3, 4 ans ou 5 ans et c'est la raison pour laquelle on peut suivre l'évolution d'un Stradivarius, de la vie d'un Stradivarius, à peu près tous les 4 ans environ. Et même s'il n'y avait pas d'étiquette à l'intérieur de l'instrument, on pourrait dire c'est un 1709 ou c'est un 1714 ou c'est un 1725. Il y a des périodes très classiques de Stradivarius. 27, 28 par exemple, il a pratiquement toujours fait les mêmes violons. Et puis ensuite la période de la décadence des 1733, 34, 35 jusqu'à sa mort. Il a fait son dernier violon qu'on appelle le chant du cygne. Violin by Niccolo Amati, the teacher of Stradivari, which belongs to a human choir. The great French master, Jean-Baptiste Villon, every violin has got its own personality and it's got its own character. And of course, the most important thing, it's got its own voice, like human beings. You can recognize your friends over the phone without asking who is speaking then. And the same thing refers to a violin. And what suits one person in an instrument might not suit another. It's like we choose our friends and like we fall in love. And between a violin and an artist, it's a relationship of not just affection, but passion. It's got to suit him in more ways than one, that he feels comfortable, and above all, he feels confident to play in front of public and perform. And this is the service of a man that adjusts the violin. Yes, they call it sort of setting it up to suit the personality of this particular player. Ça, c'est très bon violon, c'est très sensitif, très doux et très agréable. C'est facile à jouer. Et c'est aussi très fort et brillant. Écoute. When I pick up a violin, first of all I play. And I find out what are the weak points in it before it needs the repair and adjustments and everything. And the important thing is, for this, you take sometimes without major surgery, if it's not necessary, then it is like medicine. The whole art of it is to do the minimum, not to upset the originality, not to retouch the varnish,
everything like the master wanted it. But you can adjust little things. For instance, most people just put a sound post and they do it very well. But you see, every sound post has got a different sound. Because it's got different molecules, it comes from a different tree. You see? So if you drop, for instance, one sound post, you drop it, yes? You drop this one. Every sound post will have very high note, very low note. It's called the soul of the violin because it transmits all the vibration and it adds something, not just the volume, but also the quality. Alors ça, c'est violon nouvel, un violon de Simon Kuhn. J'ai un autre instrument maintenant. You know, to choose a piece of wood of this thickness, yes, with this particular grain and age. The age is very important because it is much lighter with the oxidation over the years. And if it has to be chosen, of course, to sometimes 80 or 100 pieces of wood. It gives it this human element. You see, it is the spirit of the violin. C'était un violon de Antonio Stradivari. Stradivari was catering for the aristocracy. His fees were very high. He was the Leonardo da Vinci of violin making there. E Guarneri dal Gesù was a very impetuous person. Yes, very interesting, full of character and spontaneity and originality. But he was, to me, Van Gogh or Cézanne. Alors voilà, un Guarnerius, surnommé Del Gesù, le Jésus, parce que c'est tellement beau. Alors ça, c'est l'autre maître de la lutherie italienne. J'ai aussi un Guarnerius et je me régale avec. La caractéristique de Guarnerius pour moi est que la sonorité de Guarnerius est quelque chose d'une grande sensualité. C'est peut-être pour ça que j'aime tellement ces violons-là, parce que je trouve que la sensualité dans la vie est quelque chose de merveilleusement porteur et séduisant. Et j'aime beaucoup ce... Je trouve qu'on sent, enfin on devrait sentir une douceur dans la qualité du son de ces instruments-là. Et c'est caractéristique de Guarnerius. Avec Stradivarius, on a une sensation de grande luminosité, une sensation de soleil. La sonorité de Stradivarius, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est tout ce dont on a besoin pour se développer, pour vivre, le soleil et la lumière. Mais avec Guarneri, on trouve alors l'autre dimension de la vie qui est dans les sensations voluptueuses de la vie. Et c'est une dimension qu'on peut exprimer très bien avec ces instruments-là qui sont beaux. C'est peut-être pour ça que Paganini a passé la plus grande partie de sa vie en jouant sur un Guarneri dont apparemment il devait faire un excellent usage parce qu'on en a pas mal parlé. C'est Paganini qui a écrit cette petite pièce adorable de l'éclat de rire. Paganini, dont on raconte qu'il avait son premier Guarnerius, il l'a gagné sur un concours d'un riche marchand qui l'avait provoqué et qui lui avait dit « J'ai une partition très difficile et si vous êtes capable de me la jouer comme ça à première vue, je vous fais cadeau de ce violon de Guarnerius. »
les Del Gesù, ils sont beaucoup plus rares que les Strad, et ils ont aussi un autre genre de sonorité. Je ne pense pas que Del Gesù a été influencé par les Strad. À Crémone, ils avaient des sources pour du bon bois, qui était extraordinaire, et les matériaux pour faire les vernis étaient évidemment extraordinaires. Légal, on ne voit pas chez Strad, par exemple. On voit avec Guarneri del Gesù que vers la fin de sa vie, ces instruments sont parfois presque des caricatures sur ses premiers instruments. Ils ont des F, les huit, qui sont tellement exagérés qu'on dirait que c'est presque une plaisanterie, mais les instruments sont magnifiquement bien. Le dessin est l'aspect plus artistique du travail. C'est vraiment lié, très lié au travail de luthier. Ce n'est pas deux choses différentes pour moi. Comme l'expérience du musicien, c'est lié directement à l'expérience de luthier, la pratique du dessin, c'est très important pour arriver à comprendre et à voir le goût d'un instrument. Le violon a été une invention européenne et la musique qui l'accompagne, c'est aussi européenne. Et c'est maintenant très dispersé dans le monde. Alfred et ses frères étaient très inquiets de la dispersion d'instruments et la dispersion de connaissances des endroits où vivait Strad, par exemple, demeurait Strad. Et ils se sont décidés à faire des recherches avant que ce n'était trop tard. Et ils avaient la passion pour faire ça. Ils avaient écrit des bouquins. En 1902, le bouquin sur Strad, qui reste toujours la Bible pour les gens qui veulent savoir quelque chose sur lui. Nous avons compté dans notre bouquin sur Strad plus que 1000 instruments qui ont été définitivement faits. Et la plupart d'entre eux sont toujours avec nous, 700-800 exemples qui sont en existence. Et la famille a toujours essayé de partager l'information qu'on a trouvée parce que c'est une chose pour nous qui est très très importante. L'avenir maintenant consiste de créer d'instruments qui seront, espérons-nous, légaux des Strad dans les années qui vont venir. Le grand problème, c'est que les beaux instruments classiques sont tellement dispersés qu'on a besoin de violons qui sont neufs. Malheureusement, on a toujours la difficulté pour vendre les instruments neufs aux professionnels car ils sont toujours un peu trop durs. Et comme avec les Strad, où on a les preuves dans les lettres qu'il fallait attendre même 30-40 ans pour avoir la meilleure sonorité d'un Strad. Sì, la prima corde è molto bella. Su lei più equilibrato questo. Sì. Le sol, le ré, molto ampli. C'est un plaisir. Ça, découvrir un instrument qui n'a jamais sonné est une chose toujours très émouvante, je pense pour celui qui l'a fabriqué, mais aussi pour celui qui l'a fait sonner. C'est un peu comme si on découvre un paysage qu'on ne connaît pas, et en avançant dans ce paysage-là, on peut voir des tas de choses, des tas de fleurs, des tas de fruits, enfin toutes ces belles choses de la nature qu'on ne connaissait pas. Alors découvrir ça, c'est toujours une jouissance formidable. Et de pouvoir percevoir derrière un instrument qui sonne toutes les possibilités qu'il y a à faire se développer.
le violon que j'ai en main, c'est un violon moderne, c'est fait il y a quelques mois, et une copie de mon Guarnerius. J'ai eu mon premier Stradivari donné par un homme très généreux, très riche, à New York quand j'avais à peine j'avais 12 ans encore. C'était en janvier, j'allais avoir 13 ans en avril. Et il m'a dit que je pouvais choisir n'importe quel violon je voulais. Alors, j'ai pas pris le plus cher qui était possible, c'était le Betz. Mais j'ai pris le Khevenhüller, que j'ai jamais regretté. Ensuite, j'ai eu, pour ainsi dire, le Strad était toujours l'instrument qui m'appartenait, que je travaillais. Mais j'ai eu beaucoup de Guarneri, enfin plusieurs, comme disons maîtresse. Pendant un certain temps, je jouais le Guarneri d'Isaïe. Ensuite, on m'a prêté un magnifique Guarneri d'Aigueville, le d'Aigueville. J'ai simplement regardé dans le livre de Hill pour choisir un Guarneri qui me paraissait le Guarneri que je voulais. J'avais des aventures avec des Guarneri merveilleux. Et maintenant, je possède peut-être le plus beau Guarneri du monde. C'est l'original c'est le Lord Wilton, il s'appelle 1740. Voilà.